Moi, je proviens de l'équipe laboratoire HECE, Hydraulics in Environmental and Civil Engineering, à l'Université de Liège. Alors, le programme de la journée est très bien conçu, puisque les conclusions tirées par l'orateur précédent constituent les données d'entrée des analyses que moi, je vais pouvoir vous présenter. J'ai deux diapos de présentation de nos activités. Donc, ce qu'on réalise au sein du laboratoire HECE, ce sont des calculs qualifiés d'hydrologiques. Ça signifie qu'on part de données de précipitation et de température telles que celles qui ont été présentées auparavant, et on en déduit des quantités d'eau qui s'écoulent dans les rivières. Ça, c'est l'étape hydrologique. Et puis ensuite, on travaille aussi sur les phases qualifiées d'hydraulique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît le débit dans les cours d'eau, les quantités d'eau qui s'écoulent, mais on a des modèles de calcul qui permettent de déterminer les profondeurs d'eau, les vitesses d'écoulement, les étendues d'inondation, le cas échéant. C'est ce que je vais surtout détailler dans le cadre de cet exposé. Et alors, ce type d'analyse, on l'applique à des crues naturelles, d'une part, mais aussi, par exemple, à des accidents, comme des dysfonctionnements au niveau de grands ouvrages, des conséquences d'érosion de digues, de rupture de digues. Et alors, il y a toute une série d'autres processus qui peuvent intervenir, comme par exemple des processus morphodynamiques de l'érosion, la sédimentation, et encore ce qu'on appelle des écoulements mixtes, des écoulements qui sont en partie sous pression, en partie à surface libre, l'entraînement de contaminants, d'air ou autres. Et pour mener ces analyses, on utilise essentiellement deux familles d'outils. D'une part, c'est un ensemble de modèles numériques que l'on développe dans l'équipe. Les modèles, on les appelle WOLF, c'est flow à l'envers. Et voilà, il y a des modules qui permettent de traiter la phase hydrologique, donc déduire les débits dans les cours d'eau à partir des précipitations, et des modèles hydrauliques plus ou moins détaillés. Moi, je vais surtout aborder ces modèles-ci qui sont en 2D pour les applications à grande échelle d'inondation le long des cours d'eau. Et alors, ce sont des modèles qui sont codés, programmés dans l'équipe, au même titre que le modèle évoqué précédemment, ce qui permet d'avoir une bonne connaissance de ce qui se trouve sous le capot, en quelque sorte, de ce qui est codé, le faire évoluer en fonction des besoins. Et on utilise aussi un laboratoire expérimental qui est tout à fait complémentaire par rapport aux modélisations numériques. Ça permet de comprendre certains processus fondamentaux, ça permet de valider les outils numériques également. Alors, mon propos ce matin, il sera en très grande partie basé sur... je suis vraiment désolé pour la mise en forme qui a complètement changé par rapport à ce que j'ai envoyé. Et puis, le contraste est plus faible aussi que sur l'écran. Donc, mon propos, il sera surtout lié à cette étude qu'on a menée il y a quelques années maintenant sur l'ensemble du cours de la Meuse, depuis la source de la Meuse en France jusqu'à son embouchure près de Kaiserswerth aux Pays-Bas. Alors, cette étude a été menée dans le cadre d'un projet transnational avec des partenaires de tout le bassin de la Meuse, donc des Français, des Allemands, des Néerlandais et puis aussi nos homologues côté flamands. Et dans le cadre de ce genre de projet international où on souhaite avoir une vue qui soit cohérente, consistante à l'échelle de tout un bassin, puisque c'est l'échelle d'analyse la plus pertinente, mais on a travaillé avec deux niveaux de détail au niveau des données. D'une part, lorsqu'on met des analyses régionales sur une partie du bassin, on travaille systématiquement avec les données les plus précises disponibles localement, des données qui sont par exemple disponibles au niveau du SPW, que ce soit pour l'aléa à proprement parler, mais aussi les étapes d'évaluation de la vulnérabilité, puisqu'on calcule des estimations de dommages induits par les inondations aussi, les scénarios qui étaient disponibles. Et puis en même temps, lorsqu'on veut répondre à des questions de manière cohérente sur tout le bassin de la Meuse, eh bien, à certains moments, on a dû un petit peu dégrader les données qu'on employait pour gagner quoi? Pour gagner le fait que les données soient homogènes et cohérentes à travers tout le bassin. Il y a parfois des données très fines qui sont disponibles dans telle ou telle région, mais des données tout à fait semblables ne sont pas disponibles aux Pays-Bas ou en France, où elles ont des caractéristiques différentes. Et donc, pour éviter tout biais dans les conclusions qui seraient liées à l'utilisation de données pas totalement comparables, à certains moments, on est passé, par exemple, à une description de l'occupation du sol pour
des estimations de dommages qui étaient un peu moins précis. Alors, ce que je vais faire, c'est que très rapidement, je vais vous montrer les résultats d'une analyse menée de manière plutôt locale, en l'occurrence ce sera sur le sous-bassin de la Vestre, et ensuite je me focaliserai sur le cours de la Meuse à proprement parler, avec cette approche-ci, donc Basin-Wide Analysis. Sur le sous-bassin de la Vestre, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé avec des scénarios d'évolution climatique qui étaient disponibles à l'époque et on a mis en place toute une chaîne de modélisation. Donc, il y a la case climatique et puis la phase hydrologique de calcul de l'évolution des débits dans le cours d'eau. En l'occurrence, sur un bassin ou un sous-bassin comme celui de la Vestre, il y a entre autres les grands ouvrages qui influencent ces débits dans les cours d'eau par des effets de stockage, par toutes leurs lois de gestion. Il y a tout un organigramme ici qui reproduit les décisions prises en matière de lâcher ou pas d'ouverture de telle ou telle vanne, d'ouverture de tunnel, de transfert d'un sous-bassin vers le réservoir. Et donc ça, c'est pour la phase hydrologique. Ensuite, on a mené des calculs hydrauliques dans toute la vallée pour connaître l'évolution des débits, des zones de débordement en cas de crue. Et puis, dans le cas de cette étude, il y avait aussi un module d'estimation des conséquences, une estimation des dommages monétaires. Et ce qui est représenté, par exemple, ici en bas, sur ce graphe, mais vous voyez en ordonnée, donc une évaluation du risque qui est exprimée en dommages annuels. Ce qui est important, ce sont les valeurs relatives, donc c'est pas grave, même si on ne lit pas exactement les ordonnées. Alors c'est réparti en 3 groupes de barres. Il y a d'abord ceci qui est pour la partie la plus en aval de la Hogne. C'est la zone la plus densément construite, avec Traux, Champfontaine, Chênay, et donc c'est là de loin que se situe le risque le plus important. Puis la partie moyenne, ici notamment du côté de Verviers, et la partie amont de la vallée. Et puis le dernier groupe ici représente simplement la somme de l'ensemble. Et ce qu'on a fait, c'est analyser assez finement la sensibilité de ces résultats par rapport à différents paramètres des lois de gestion des barrages. Donc est-ce qu'il y a une vraie marge d'amélioration au niveau des barrages? Alors la réponse, elle est très nuancée. D'une part, donc, vous voyez les 2 graphiques qui alternent ici, mais ils représentent d'une part la situation actuelle et d'autre part la situation avec une loi de gestion qui est améliorée du point de vue, en tout cas, risque d'inondation. Après, il y a des arbitrages à faire en matière de sécurité d'approvisionnement en eau aussi qui ne sont pas explicitement pris en compte dans cette analyse, même si on sort des indicateurs pour juger, mais il n'y a pas un arbitrage qui est effectué ici. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que la modification, elle est de quelques pourcents globalement, ou bien si on regarde l'aval, puisque forcément il y a une bonne partie du bassin versant, en fait, plus de 3/4 du bassin versant n'est pas contrôlé par les barrages une fois qu'on se situe plutôt en bas de la vallée. Et en revanche, si on regarde la partie plus en amont, là, il y a un impact qui peut être tout à fait significatif, en tout cas localement. Donc voilà, ce sont des éléments qui existent, il y a des outils qui permettent d'analyser ça de manière très, très fine. Et voilà, c'est un outil qui peut être remis en œuvre le cas échéant, compte tenu de nouveaux éclairages disponibles aujourd'hui. Alors ça, c'était basé sur une approche complète où on partait de scénarios climatiques. Lorsque on a travaillé à l'échelle de tout le bassin versant de la Meuse, alors, vous voyez vraiment qu'une petite partie de ce que j'ai mis sur les diapos. Comment est-ce qu'on a travaillé? Donc au niveau du bassin versant complet de la Meuse, depuis la source jusqu'à l'embouchure. On ne disposait pas à l'époque de cette étude de modèles hydrologiques tout à fait cohérents sur l'ensemble. Donc ce qui a été réalisé, c'est travailler en 2 temps. On a d'abord injecté des scénarios d'évolution du climat dans différents modèles hydrologiques représentant des sous-bassins, des petits morceaux représentatifs à différents endroits dans le bassin. Et puis on a analysé les résultats et on a abouti à simplement des hypothèses relativement simples et pragmatiques en matière d'évolution
l'évolution du débit de points de la crue centenale. Alors pourquoi le débit de points de la crue centenale? Parce que c'est un indicateur qui n'est pas le seul, mais qui est un des indicateurs principaux utilisés en matière d'analyse d'inondation dans de très nombreux pays européens, dont les pays qui se trouvent concernés par le bassin de la Meuse. Et alors, on a constaté qu'il y avait de grandes incertitudes sur les projections, selon les modèles climatiques qui sont utilisés, selon les scénarios, et aussi d'un sous-bassin versant à l'autre, la réponse hydrologique était différente. Et de manière pragmatique, dans le cadre de ce projet-ci, ce qu'on a effectué comme calcul hydraulique, ce sont des simulations en disant, tiens, que se passe-t-il si le débit centenal était majoré de 15%? Ou que se passe-t-il si le débit centenal était majoré de 30%? Et alors, d'où est-ce que cela vient? Ça vient du fait que quand on a regardé les résultats de tous les modèles hydrauliques qui ont tourné sur des sous-bassins du bassin de la Meuse, c'était une enveloppe de l'évolution de ces débits de points de crue centenale qu'on pouvait observer sur base de l'échantillon dont on disposait. Et donc, l'interprétation, c'est le futur en matière de crue centenale, sur base des éléments dont on disposait à l'époque, vraisemblablement, il se trouvera quelque part entre une valeur inchangée, c'est-à-dire la situation actuelle, et une majoration qui peut aller jusqu'à de l'ordre de 30% pour la fin du siècle et de l'ordre de 15% pour le milieu du siècle. Ça, c'était les éléments dont on disposait donc en 2012 à peu près. Et après, je pense qu'il faut pas mal relativiser cette interprétation en matière de scénario. On peut aussi lire ce genre de graphe. En principe, c'est un graphe complet avec des axes, etc. Voilà, moi, je le vois sur l'écran, mais il n'est pas projeté. Voilà. On peut aussi lire ça autrement. En fait, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est recalculer des événements de type crue centenale, mais en dilatant l'hydrogramme, en majorant le débit de pointe. Mais ça peut être interprété comme une crue centenale dans un climat qui est favorable à des inondations plus extrêmes, mais ça peut être aussi simplement interprété comme une crue plus extrême que la crue centenale. On avait estimé que le plus 30% correspondait à peu près à une crue millénale, le plus 15% à peu près à une crue de période de retour 300 ans. Et ça, c'est pertinent, parce que regardez ce qui s'est produit, par exemple, dans la vallée de l'Ourthe ou a fortiori dans la vallée de la Vestre, mais la crue qui s'est produite, ce n'est pas une crue centenale dans la vallée de la Vestre, c'est peut-être 2, 3, 4 fois plus que le débit de pointe de la crue centenale. Donc, utiliser uniquement cet indicateur crue centenale, c'est une approche qui est pas propre à la région où on se trouve, qui est utilisée à énormément d'endroits, mais il y a aussi une part d'arbitraire de ce côté-là. Quand vous regardez l'ampleur des dommages qui se comptent en milliards d'euros, le nombre de victimes, mais on peut se poser la question, est-ce que cette probabilité d'une chance sur 100 d'avoir l'événement qui est utilisé comme référence, qui se produit chaque année, est acceptable? C'est un débat, c'est une question à réfléchir. On peut comparer à d'autres secteurs. Regardez dans le secteur aérien, par exemple. Mais je ne sais pas si vous montez dans un avion qui a une chance sur 100 de se crasher. Ouais, sont des questions à réfléchir. Donc voilà, nous on est parti sur ces deux scénarios, plus 15, plus 30%. Ce sont des éléments factuels qu'on va apporter, puisque les résultats des analyses hydrauliques sont indépendants de la genèse des hypothèses qui ont conduit à ces scénarios hydrologiques. Et voilà, ce qu'on avait réalisé, c'était une première modélisation tout à fait coordonnée, harmonisée du risque d'inondation de la source à l'embouchure de la Meuse. Ce qu'on avait fait, c'était combiner différents modèles qui étaient disponibles dans les différentes régions. Ça avait notamment pour avantage une certaine acceptabilité des résultats, puisque dans chaque région, ce qui était utilisé, c'était un modèle qui avait déjà fait ses preuves dans la région, qui avait déjà été calibré, qui avait déjà produit des résultats dans d'autres contextes. On y reviendra peut-être, mais si vous regardez les détails techniques des modèles, il y a des différences. Il y a des approches plutôt 1D, des approches instationnaires, des approches 2D, des approches stationnaires, j'en reparlerai par la suite. On avait assuré la cohérence des conditions limites au niveau des frontières, cohérence des données en termes bathymétriques, notamment mise à jour compte tenu d'opérations de dragage ou autres.
Et en ce qui concerne les simulations, notamment dans la vallée de la Meuse, la manière dont le modèle fonctionne, c'est qu'il part de données altimétriques très précises. Ce sont des données qui sont aujourd'hui fournies par le SPW sur l'ensemble du territoire, sont des données obtenues par altimétrie laser, donc c'est un avion qui survole le territoire et scanne le relief. Il y a par ailleurs dans les cours d'eau navigables des données bathymétriques mesurées par sonar. Il y a tout un travail de traitement de ce genre de données, de combinaison de celles-ci pour obtenir un modèle, une maquette numérique en quelque sorte, qui soit pertinente pour le calcul de l'écoulement. Vous voyez par exemple que sur l'altimétrie laser, les tabliers de pont sont représentés, alors que l'écoulement doit voir ceci. Et ça, c'est un traitement qui est effectué. Les modèles sont ensuite validés par comparaison entre ce que le modèle calcule et des observations lors d'événements précédents. Et ensuite, ce sont ces modèles-là, sont ceux dont je vais vous présenter les résultats, qui ont servi aussi à la génération des cartes d'aléas d'inondation qui seront vraisemblablement évoquées encore dans une présentation après la pause. Et je suis désolé, il y a vraiment beaucoup d'informations qui ne sont pas lisibles. Voilà, donc ça, c'est le type de modèle qu'on a utilisé pour la partie région wallonne. Et on présente sur ce graphique-ci la majoration des niveaux d'eau maximum atteints pour une crue centenale le long de tout le cours de la Meuse, depuis la source au kilomètre 0 jusqu'à son embouchure aux Pays-Bas au kilomètre 900, et majoration entre le résultat calculé avec ce plus 15% au niveau du débit de pointe et la crue centenale telle qu'elle est estimée dans le climat, sur base du climat passé. Quels sont les ordres de grandeur? Alors, hop, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est lisible ici. Mais qu'est-ce que vous voyez? C'est un véritable motif. Vous voyez que la majoration, elle est de l'ordre peut-être de 20 cm, 30 cm dans la partie amont, une partie essentiellement française du bassin, et en amont du massif ardennais. La majoration, elle est de l'ordre de 30 cm à peu près au niveau des Pays-Bas. Ici, on a à peu près la frontière belgo-néerlandaise. Et puis, lorsque la Meuse traverse des vallées plus encaissées dans le massif ardennais, une même modification de débit conduit à une modification des niveaux d'eau nettement plus marquée, plus importante. Et tout ça s'explique par les caractéristiques du paysage, par les caractéristiques du relief. En parenthèse, ce sont ces différences-là qui justifient aussi le bien fondé d'hypothèses de modélisation différentes selon les régions. D'accord? Et ça a été vérifié. Parce qu'on pourrait par exemple se poser la question, tiens, est-ce que ce motif est juste un biais résultant de l'utilisation de modèles différents sur des tronçons différents de la Meuse? Et ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'ici, le changement relativement net, il se produit dans une zone où c'est un et un seul modèle qui est utilisé dans la partie française. Et puis, pour ce tronçon-ci qui correspond à peu près, enfin, cette modification qui correspond à peu près à la frontière belgo-néerlandaise, on a remené des analyses en utilisant tip-top le même type de modèle de part et d'autre de la frontière. Donc on a retraité en détail un tronçon de 50 km en amont et 50 km en aval, et on récupère exactement les mêmes résultats. Donc il y a bien une base physique là derrière. Et alors cette différence, elle est d'autant amplifiée lorsqu'on s'intéresse aux résultats des calculs avec une majoration de 30% au lieu d'une majoration de 15% des débits. Et donc, vous voyez, de l'ordre de plus à 1,30 m si on travaille soit avec une crue qui a une fréquence toujours de 1 centième, mais une intensité plus importante à cause d'un climat qui a évolué, ou simplement si on se dit, tiens, si l'événement qui se produit n'est pas un événement centenal, mais un événement plus rare, et ça peut se produire, on l'a vu à différents endroits, on a des résultats qui sont sensiblement majorés. Et alors forcément, une telle majoration des niveaux d'eau, ce que je représente ici sont uniquement les niveaux, se traduit aussi par une modification des emprises d'inondation, des étendues d'inondation. Et alors c'est ce que l'on voit ici. OK.
Donc, regardez, sur cette carte-ci, qui représente tout le cours de la Meuse en Belgique, depuis la frontière franco-belge jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise, vous avez deux niveaux de bleu. Et le bleu plus clair représente des étendues d'inondation qui sont présentes dans le calcul avec une majoration de 30% des débits, alors que ces eaux ne sont pas inondées sur base d'une crue centenale telle qu'elle est estimée aujourd'hui. Et alors vous avez des résultats en particulier dans la zone qui nous intéresse ici, où vous reconnaissez Liège, c'est la photo qui a été projetée tout au début par Jacques Teller, où en vert, mais c'est l'étendue de la zone entre guillemets inondée pour une crue centenale dans la situation actuelle, mais il n'y a pratiquement pas de débordement, et d'ailleurs c'est ce qui a été vécu en juillet 2021. Autant l'événement était totalement extrême sur plusieurs affluents comme l'Ourthe et la Vestre, autant les valeurs de débit qui ont été mesurées au niveau de la Meuse correspondait à peu de choses près à un débit centenal. C'était un tout petit peu supérieur à un débit centenal ici à Liège, donc il n'y a pas eu de débordement important, mais voilà, pour un débit qui aurait été 15% supérieur, mais vous avez déjà certains quartiers en jaune sur la carte qui sont susceptibles d'être inondés, et forcément, il y a un effet de seuil, étant donné que Liège est protégé par des structures, des murs anti-crues, des berges qui assurent la sécurité et le non-débordement. À un moment, si le niveau d'eau passe au-dessus, eh bien ça peut être la catastrophe. Et voilà, la sécurité, là, elle est de l'ordre de quelques dizaines de pourcents, c'est significatif, mais ça ne nous met pas totalement à l'abri, loin de là. Sur la Vestre, je rappelle, il y a le débit qui a été observé ou qui est reconstruit, il est bien au-delà de 100% au-dessus de la crue centenale. Alors, sur base d'un constat pareil, forcément on ne peut pas s'arrêter là, et on a réfléchi à quelles actions pouvaient être imaginées à ce niveau-là. Alors, il y a bien entendu toute une série d'options qui peuvent être réfléchies. Il y a ce qu'on appelle les protections linéaires, mais ce sont tous les murs anti-crues. Est-ce qu'il faut les remonter? De combien faut-il les remonter? Est-ce réaliste, n'est-ce pas réaliste, pour éviter les débordements? Il y a des ouvrages hydrauliques comme le barrage de Montsaint qui se trouve juste en aval de la ville. Est-ce qu'il y a une opportunité de ce côté-là? Draguer le lit de la rivière, est-ce que ça a un réel effet? Et est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, stocker temporairement de l'eau quelque part en amont ou au niveau des biefs? Et c'est ce que je propose de regarder rapidement ensemble. Et alors forcément, toutes ces mesures, elles ont un effet local là où l'effet est recherché, mais potentiellement, elles ont un effet sur l'aval aussi et également sur l'amont. Donc ça doit être pris en compte pour gérer correctement ce risque d'inondation. Alors, au niveau des mesures de protection à Liège, si on commence par des linéaires, on a mené des analyses en partant le niveau de protection effectif. Donc si vous avez une berge qui est comme ceci avec un quai, le niveau de référence qu'on a pris n'est pas ce niveau-ci, mais bien le niveau de protection réel. Et on a regardé, est-il nécessaire de le majorer? De combien faut-il le majorer? Alors, ça a été fait de manière spatialisée sur tout le bief de Ivo Ramet à Montsaint. Et je vais aller directement à un graphe qui, j'espère, est un peu plus lisible. Ceci, c'est une distribution des augmentations du niveau de mur de protection nécessaires pour éviter l'inondation catastrophique qui était représentée en rouge sur la carte présentée antérieurement. Et en abscisse, vous avez un niveau d'augmentation du mur, ça va jusqu'à plus 2,20 m à peu près. Et en ordonnée, vous avez le pourcentage de linéaire qui doit être modifié. Donc, comment est-ce qu'on peut lire ce graphique? Ce qu'on voit, par exemple, c'est que pour éviter cette inondation catastrophique sur base de ce scénario, eh bien, il y a moins de 50%, moins de la moitié du linéaire qui nécessite une intervention. On peut aller un peu plus loin. Regardez, vous avez moins de 15% du linéaire qui nécessite une majoration de niveau supérieure à 50 cm.
Donc il y a déjà beaucoup d'endroits où il ne faut rien faire, beaucoup d'endroits où la majoration peut être très limitée. Et puis effectivement, les cartes, elles permettent, vous voyez, des zones rouges à certains endroits, de localiser des brèches localisées en quelque sorte, de dire, voilà, ça c'est un point faible, c'est un endroit où il faut manifestement rehausser de manière plus significative. Alors, ça a un très léger effet sur les débits en aval. Et pour le scénario extrême considéré, CQ100 plus 30%, on était à plus de l'ordre de 70-80 mètres cubes par seconde, qui représente 2% du débit. Et donc, potentiellement, on protège Liège, mais ça majore le débit de 2% pour Maastricht. Et ce sont des éléments factuels qui peuvent être discutés et pris en compte. Donc, je vais à faire passer les messages principaux, puisque le temps est presque écoulé. Au niveau des ouvrages hydrauliques, ça c'est un premier élément important. On a imaginé par exemple que des barrages comme Montsaint pourraient anticipativement vider les biefs, ou abaisser fortement le niveau avant que la crue n'arrive. Et ça en fait, ça n'a strictement aucun effet sur le débit de pointe. Pourquoi? Vous regardez les volumes, j'ai quelques ordres de grandeur ici, je pourrais partager les valeurs. Eh bien, les volumes de stockage disponibles, mais ils sont insignifiants par rapport au volume apporté par la crue. Le bief serait rempli en 2-3 heures à peu près, alors que le temps caractéristique d'une crue sur un Meuse, c'est 2 ou 3 jours plutôt, au moins. Alors, au niveau des ouvrages hydrauliques, on peut imaginer aussi travailler sur la structure. Par exemple, modifier un peu le niveau d'un radier. Il y a une fosse à Montsaint qui va être comblée, qui est en cours de comblement, mais ça aide aussi parce que ça crée une perte de charge. Et donc, toutes ces petites interventions, je pense qu'il faut à tout prix être très attentif et mettre tous les éléments de son côté pour diminuer les niveaux en évitant des obstacles inutiles. Mais à chaque fois, c'est un petit pas dans le bon sens, mais ça n'a pas un effet révolutionnaire. Typiquement, ce sont des effets qui sont assez localisés, donc qui sont déjà modestes. Et ils sont localisés là où on intervient, et puis leur effet est assez évanescent quand on part quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres plus en amont. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Le dragage, lui, il a un effet qui est forcément réparti sur toute la zone où on intervient, mais qui est moins que proportionnel à l'intervention. Vous voyez, si vous draguez d'1 mètre, vous allez réduire un peu les niveaux d'eau, mais vous n'allez pas les réduire d'1 mètre. Donc, ce sont encore des éléments qui peuvent être quantifiés. Et alors, dernier élément qui est très important, c'est la réflexion suivante. Tiens, est-ce qu'on pourrait imaginer protéger une ville comme Liège où les enjeux sont colossaux en stockant et en inondant davantage en amont? Et ça, de nouveau, nous, ça nous paraît totalement irréaliste parce qu'on peut calculer très aisément les volumes de stockage qui seraient nécessaires. Et on a généré ce graphique qui vous indique ici le volume en millions de mètres cubes qui doit être stocké en amont de la ville de Liège pour réduire dans Liège le débit de pointe, par exemple, de 100 mètres cubes par seconde ou 200 mètres cubes par seconde. Tout ça à comparer à 3 ou 4 000 mètres cubes par seconde en crue. Regardez, par exemple, prenons réduire juste de 100 mètres cubes par seconde. Il faut de l'ordre de 200 millions de mètres cubes, ou un peu plus, pour simplifier, disons 250 millions de mètres cubes. Et sachez qu'un barrage réservoir comme la Gilep ou Eupen, c'est 25 millions de mètres cubes. Donc pour réduire de 100 mètres cubes par seconde le débit à Liège, il faut l'équivalent de 10 barrages comme la Gilep ou Eupen. Okay, et on n'a pas la possibilité de stocker cela en amont de la ville. Voilà, donc quelques éléments. Il y a des éléments tout à fait réalistes, des actions tout à fait réalistes qui peuvent être intégrées dans des projets, des réflexions en cours pour protéger encore davantage Liège, qui est déjà relativement bien protégé, puisqu'on voit que pour la crue centenale, il n'y a pas d'effet. Il me semble que tout ce qui vise à jouer sur le pic de crue, le débit de pointe, ici à Liège, est irréaliste, c'est trop tard. Ça vient d'un cumul de tout ce qui provient des bassins versants en amont. Et par contre, éviter tout obstacle inutile, améliorer l'efficacité hydraulique, bien maintenir les opérations de dragage, tout ça est important. Voilà. Et puis, voilà, il y a eu beaucoup de nouveaux éléments depuis 2013, tout ça peut être pris en compte. Voilà, je vous remercie, je vais conclure ici.